les recettes sont supérieures à 23 000 euros et que ces recettes dépassent les autres revenus du foyer fiscal qui sont soumis à l'IR. Donc, de fait, vous allez basculer sur le statut en loueur meublé professionnel. L'avantage de ça, c'est que les sommes investies en LMNP vont sortir de l'assiette IFI. En revanche, le gros inconvénient, qui était la mauvaise nouvelle de janvier 2021, font que ces bénéfices vont être soumis à cotisation sociale, c'est-à-dire entre 35 et 45% depuis janvier. Donc, tant qu'on est en déficit, c'est-à-dire tant qu'on est encore à crédit, tout va bien, mais au bout de 30 ans, en LMP, ben, ça a quand même perdu de son intérêt. Ceci étant dit, la double condition de la recette annuelle supérieure à 23 000 euros et qui dépasse les autres revenus du foyer fiscal font qu'on n'est pas en LMP tout de suite en 2 secondes. Donc, j'avais un exemple par le passé, je vais y passer sans même le regarder parce que l'intérêt aujourd'hui est malgré tout assez limité, en tout cas quand on est un particulier. Un petit mot sur le Sansi-Bouvard. Le Sansi-Bouvard, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le Pinel associé au bail commercial. C'est éligible aux résidences seniors et aux résidences VFA. Ça consiste en une réduction d'impôt de 11% du prix de revient sur 9 ans. Alors, c'est là où c'est somme toute discutable. Ça veut dire que vous avez une réduction d'impôt sur 9 ans. Quid après les 9 ans? Quid d'une réduction à 11% quand Pinel permet d'avoir 18? Je pense que si on a une problématique imposition, il sera plus intéressant de faire une Pinel que de faire un Sansi-Bouvard, d'autant qu'on sera sur un produit qui sera plus facilement liquide, je dirais. Et on dénature en plus le produit qui lui-même de base est un produit de garde. Enfin, les taux étant très bas, on sera rapidement en bénéfice foncier et finalement la réduction d'impôt va servir à payer le bénéfice foncier. Donc j'y vois un intérêt somme toute assez limité. L'acquisition sera limitée à 300 000 euros. Si on achète un appartement à 400 000, eh bien on pourra pratiquer le Sansi-Bouvard à hauteur de 300 000 et basculer en amortissement pour la partie supérieure à 300 000. Si les 1 200 euros de réduction d'impôt liés à l'acquisition de l'appartement, c'est trop, on pourra reporter ce solde sur 6 années, sur les 6 années à venir. Voilà, on n'a pas de limite d'acquisition et on devrait être domicilié en France. Vous avez un seul interlocuteur, c'est l'exploitant, et vous êtes sur un effort d'épargne constant. Alors en réalité, ce n'est pas constant, vous êtes sur un effort d'épargne dégressif dans le temps. Vous n'avez pas de recherche de locataire, vous n'allez pas avoir de carence, pas de vacances. Je veux dire, pas de loyer impayé, ça c'est des sujets qu'on ne met pas dans nos simulations dans le cadre du Pinel, mais en réalité on devrait le faire. En un seul mot, pour vraiment comprendre ce que ça veut dire toi loyer, pas payer impôt. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si toi faire différemment, toi payer impôt sur tes loyers, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de frais de gestion, les loyers vont être nets, votre locataire et l'exploitant. Le meilleur moyen de comprendre ce que c'est que votre locataire, c'est l'exploitant. Chez Privilège, en tout cas, pas de besoin d'assurance de protection et on pourra récupérer la TVA et quand le promoteur le permet, ce qui est le cas de LP Promotion, eh bien, vous financerez uniquement hors taxe. Tous les éléments constitutifs de ce support sont décrits, sont sourcés, il n'y a pas de hasard, on est dans un élément qui était excessivement descriptif. Voilà ce que je pouvais vous raconter ce matin sur le LMNP, sur le thème du LMNP, sur la manière de le présenter. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai quelques-unes. Déjà merci parce que franchement c'était top. Et là je vois sur le dernier slide, revalorisation des loyers c'était 1% et je crois que nous sur nos études c'est 1,5 qu'on a noté. Je trouve qu'on n'est pas à jour. Non, enfin, la revalorisation des loyers, je l'ai mis de manière purement arbitraire en mettant 1%. Maintenant, on s'est conformé, c'est une erreur, on s'est conformé à 1% de progression. Tu sais que tu fais une inflation tous les 3 ans. Tu es limité, tu as plafonné à 1,5, je crois, au bout de 3 ans. Alors, c'est 1,5, mais une revalorisation annuelle. C'est-à-dire que votre revalorisation de loyer… 4,5 tous les 3 ans, c'est ça. Alors, c'est 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Donc, c'est pas réellement 4,5, mais bon, peu importe, pour être précis. L'idée, c'est vous êtes indexé, l'évolution des loyers est indexée sur l'indice des loyers commerciaux et on plafonne à 1,5. Pourquoi on plafonne à 1,5? C'est pas parce que l'ILC pourra augmenter de 10 points qu'on sera en mesure de revendre la chambre 10% plus cher. Donc, on plafonne à 1,5. Mais concrètement, en mettant une évolution des loyers de 1% annuel, regardez l'évolution de l'ILC sur 20 ans et vous verrez que on sort quand même les parapluies. On est sur quelque chose de très prudent. Et du coup, l'augmentation réelle que vous faites chez LP, c'est 1%. Ah non, je ne peux pas te le dire, c'est l'ILC. C'est un index. Oui, mais en moyenne.
Ah ben, en moyenne, je ne peux pas te le dire, c'est l'ILC. Moi, je prie là de manière simpliste 1 point, mais sur les dernières années, tu es plutôt à 1,5. D'accord, ok. Je pense que dans ton explication, tu as pris 1% pour être très comparable certainement à ce qui se pratique en loi Pinel. Exactement. Les inflations en loi Pinel sont de l'ordre de 1% sur toutes les simulations. Donc, ok. Une petite question pour l'amortissement. Donc, sur le meublé, on voit souvent il est marqué entre 5 et 10 ans. Mais précisément, comment ça fonctionne? Parce que des fois, on voit 7 ans, des fois, on voit 10 ans. Et là, sur la présentation, c'est entre 5 et 10. Donc, qu'est-ce qui détermine que c'est 5, 6, 7, 8 ou 10? Le calcul qui te permet d'aller le plus loin possible. Donc là, on te donne finalement un bornage. Le texte dit un bornage. En réalité, le bornage qu'il ne faudra jamais dépasser, c'est le bornage bas. Il ne va jamais inférieur à 5 ans, ne va jamais inférieur à 20 ans. Sur la durée longue, tu peux aller aussi loin que possible, parce que de toute façon, tes amortissements sont reportables ad vitam. Donc on est plus de la notion de l'ordre de l'usage que de l'ordre de la règle. En gros, plus c'est long, plus c'est bon. C'est aussi simple que ça. Ça marche. C'est le comptable qui te le calculera. C'est déjà, ouais. Là, c'est la société ImoKit, du coup, qui fait tout. Exactement, ImoKit. Je vois, après 30 ans, CSG hier, sur les revenus BIC, il y a bien de la CSG. Je ne comprends pas la question. Une fois qu'on a terminé l'amortissement, on va dire que tout est fini, on dit qu'après 30 ans... En fait, si tu veux, le principe de base, c'est qu'on continue tout le long à être redevable de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Et sur le une système base de l'amortissement, ouais. La CSG et l'IR arrivent après le revenu BIC. La question, c'est de savoir quel est ton revenu BIC. Si ton revenu est inférieur à 0, tu vas mettre du déficit dans ton enveloppe pour revenir à 0. Si tu es supérieur à 0, tu vas les taper dans ton enveloppe pour rester à 0. Mais dès lors que ton revenu BIC sera supérieur à 0, tu seras effectivement redevable de CSG et d'IR. Quand ça arrivera, c'est-à-dire autour de 30 ans, il sera peut-être temps de se poser la question d'arbitrer, soit de basculer sur du micro-BIC, oui. soit de faire une réallocation d'actifs, c'est-à-dire de revendre ton logement et d'en racheter un autre. Tu es propriétaire du lot à 215, appelle le propriétaire du lot à 214. Il sera ravi, je pense, d'échanger le logement avec le tien. Oui. Non, mais c'est que j'ai un conseiller qui travaille en banque, là, il me disait que sur les revenus BIC, il n'y avait pas de CSG. Et je dis si, non, une fois que tu as terminé ton amortissement, il y a les deux. Et la question, elle est, quel est ton revenu BIC? Si ton revenu BIC est de 0, bah, tu es 0. Si ton revenu BIC est positif... Il y a les deux. L'autre question, c'est dans quelle banque il travaillait, hein? Dans quelle banque il travaillait? Thibaut, je crois qu'il était à... On donne pas de nom, on donne pas de nom. Et la dernière question, c'était les 35 à 45% du coup d'imposition. C'est uniquement sur le LMP. Tant qu'ils sont en LMNP, c'est 17,2 hier. C'est sur le statut loueur meublé professionnel, exactement. Dans le cadre du statut loueur meublé non professionnel, on est dans le cadre que vous avez là à l'écran et qui correspond à 99% de nos clients. En 15 ans, des LMP, j'en ai vu 0, en vrai. Oui, puis nous, c'est vrai que les clients qu'on rencontre actuellement, ils sont plus dans la tranche à 11 déjà que dans celle à 30. Mais par la suite, ils y seront. Et une dernière question, tout à l'heure, tu parlais de la Censi-Bouvard. Maintenant, on ne peut plus faire Censi-Bouvard et derrière amortissement, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, attention, on n'a jamais pu faire amortissement et Censi-Bouvard. Censi-Bouvard, c'est un amendement. C'est-à-dire que vous rentrez dans le statut loueur meublé non professionnel. Oui. Vous choisissez d'amortir le logement ou vous choisissez la réduction d'impôt. Vous avez choisi la réduction d'impôt, vous êtes donc dans le cadre du Censi-Bouvard pendant 9 ans. Quid de ce qu'il se passe après 9 ans? Il est d'usage de dire « Ok, mais après 9 ans, pourquoi pas rebasculer en amortissement ?» Attention, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Si on souhaite amortir, ce serait possible, mais dans le cadre d'une mutation, c'est-à-dire que le propriétaire ne soit pas le même. Donc quand on dit par abus de langage, après le Censi, vous basculez en amortissement, oui, dans le cadre d'une revente via une SRL de famille, ça veut dire que vous êtes monsieur, madame, vous montez une SRL de famille, et là vous avez intérêt à avoir vos enfants dedans, mais avec des parts plutôt élevées, c'est-à-dire que si l'administration fiscale vous contrôle, vous aurez intérêt à démontrer l'intérêt successoral de la manipulation pour ne pas basculer dans l'abus de droit.
Donc, vous remontez cette SR de famille, vous mettez vos enfants à hauteur de 50 points, par exemple, et là, vous pouvez tout à fait le réaliser. Sur le papier, ça fonctionne. Dans les faits, il va falloir trouver une banque qui accepte de refinancer à soi-même. Il va falloir faire le montage de manière suffisamment équilibrée et claire. Il va falloir mettre les enfants à un niveau de part qui est suffisamment important. Bref, moi, je ne m'y risquerai pas. On est quand même assez bien proche de l'abus de droit, quoi. Ouais. Non, j'essaie de voir toutes les petites particularités. Mais ouais, non, mais clairement, enfin, c'est un excellent produit de garde. Enfin, on se tourne pas vers le client qui a une idée de revente quand même, parce que le marché de la revente, c'est un marché qui est porteur sur ce secteur. Enfin, vous avez, vous, des reventes qui se font régulièrement sur ce genre de logement ou pas du tout? Je vais te parler de la revente juste après. Le premier point qui est important, c'est que je connais personne, jamais, de toute ma vie, de toute ma carrière, qui s'est levé un matin et qui a dit « Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est avoir un LMNP ». Qui se lève en disant « Je veux un LMNP » ? Personne. Qui se lève en disant « Je veux une réduction d'impôt » ? Non, ça, ce sont des discours qui sont nos discours à nous de professionnels. La réalité du terrain aujourd'hui, c'est que nos clients, et c'est le cas de vos gendarmes, hein, là, clairement, on est en plein dedans, ils veulent sécuriser leur avenir. Ils veulent quelque chose qui est certain pour sécuriser eux-mêmes et leur famille et leur retraite. Donc le premier point est de revenir aux fondamentaux et de revenir à ce que va réellement être la retraite pour nos concitoyens. Sur la notion de la revente, pour quelles raisons est-ce que vous revendriez ? Premier point, si on est sur un client qui insiste sur cette notion de « je veux revendre pour faire une plus-value », on s'est trompé de produit. On s'est clairement trompé de produit. Ce n'est pas un produit spéculatif, c'est un produit de garde, c'est un produit de rente. Donc à ce cadre-là, il ne faut même pas répondre à la question et partir. Si la question, elle est « dans 15 ans, j'ai un problème, je dois revendre et je ne suis pas capable d'assumer 200 € d'effort d'épargne, j'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas ?» Eh bien, comment ça se passe pour revendre? Premier point, à qui est-ce que vous allez revendre? Vous allez revendre vraisemblablement à un investisseur. Cet investisseur, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher l'amortissement. Pourquoi? Parce que vous avez amorti sur 25 ans, vous pourriez vous dire légitimement, au bout de 15 ans, il ne me reste plus que 10 ans d'amortissement. Sauf que le droit de mutation, la mutation va faire que votre investisseur va repartir à zéro, il pourra amortir sur une durée pleine de 25 ans. Il va aller chercher l'exploitant. Je crois avoir démontré que Privilège est un exploitant solide. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que Privilège sera toujours là dans 15 ans? Et qu'est-ce qui va faire que Privilège va être là dans 15 ans? Premier point, n'oubliez pas, le métier de l'exploitant, c'est d'exploiter. Et ce qui va faire que l'exploitant va vouloir continuer à exploiter, c'est est-ce qu'il a un emplacement qui correspond au marché? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est qualitatif? Je crois avoir démontré que dans le cadre de CO8, on est clairement dans un emplacement qui correspond à un marché. Troisième point, la rentabilité est-elle correctement équilibrée entre l'investisseur et l'exploitant? 3,70 de rendement, on a vu que pour l'investisseur, c'était rentable. Bon, très bien. Ceci étant dit, on ne va pas se taper le cul par terre, on n'est pas sur des rendements à 8%, donc on est sur des rendements qui sont largement équilibrés et qui permettent à l'exploitant de vivre. Il ne me reste plus qu'à fixer le prix de vente du logement. J'ai acheté ce logement-là 128 000 €, mais il ne va pas se valoriser par rapport au prix, mais il va se valoriser par rapport à la rentabilité, parce que ce que va racheter dans 15 ans mon investisseur, ce qu'il va racheter, c'est précisément un rendement. 4 730 € de loyer, au bout de 15 ans, si je revalorise de 1%, ce loyer dans 15 ans sera de 5 495 €. Et bien maintenant, deux cas. Le premier cas, la situation s'est tendue, le deuxième cas, la situation s'est détendue. En imaginant que la mairie de Fontainebleau ait fait absolument n'importe quoi, et octroyé des dizaines de permis de construire, et qu'en même temps les étudiants aient arrêté de venir, la situation s'est tendue, elle s'est donc risquée pour l'investisseur, et peut-être qu'il voudra non pas du 3,70, mais du 4,10 de rendement, par exemple. Auquel cas, je divise par 0,0410, et le prix de revente du logement sera de 134 000 €. Maintenant, l'inverse est quand même tout à fait possible. On peut imaginer qu'au bout de 15 ans, finalement, des étudiants, il y en a toujours plus, des résidences étudiantes, il ne s'en est pas construit tant que ça, et bien finalement, mon investisseur sera peut-être content avec du 3,30%. Je divise par 0,30 et je revendrai le logement 166 000 €. Alors, je ne suis pas en train d'expliquer que vous allez revendre ce logement 128, 130 ou 170.
suis en train d'expliquer la manière dont le prix va se fixer par ailleurs. Dernier point, on est sur un produit qui est un produit de garde. Donc, ce qui se passe, c'est que comme c'est un produit de garde, c'est tout bête, mais les investisseurs le gardent. Et donc, finalement, il y a très, très peu de logements sur le second marché. Et je vous encourage, si vous ne me croyez pas, à chercher des résidences étudiantes d'occasion à la revente. Et vous verrez que vous n'en trouverez pas. Vous trouverez éventuellement des résidences de tourisme, pas toujours très bien placées, mais des produits étudiants, des produits co-living, vous verrez que vous n'en trouverez pas ou peu. Et comme il n'y en a pas ou peu et que la demande, elle est forte, forcément, ça reste un produit qui est assez liquide. Voilà ce que je pourrais répondre sur ce sujet. Merci pour cette précision. De mon côté, j'ai une question concernant la TVA à 10% sur les loyers. Une fois qu'on a fini, qu'on a bien acquis la TVA, j'allais dire sur l'achat, est-ce qu'on est obligé de continuer à facturer la TVA sur les loyers? Ça dépend de la résidence, ça dépendra de l'exploitant. Est-ce qu'il reste en régime de TVA ou pas? D'accord, donc ça veut dire que même en cas de revente, donc on va revendre sans TVA, la personne qui va racheter sera assujettée à la TVA sur les loyers à 10%. Oui, ou pas. Si l'exploitant et les copropriétaires ont décidé que ça restait comme ça et que ça ne bougeait pas, oui, ce sera le cas. Ça ne change pas grand-chose pour vous, hein, honnêtement. Ça permettait d'avoir 10% d'augmentation de loyer. C'est quelque chose qui se discute finalement entre l'exploitant et l'assemblée des copropriétaires. Il ne faut pas oublier que vous êtes propriétaire d'un logement et que l'exploitant n'est que votre locataire. Ça se vote en assemblée générale, des choses comme ça, tout simplement. Erwan, je t'ai coupé le micro pensant que c'était toi qui faisais du bruit derrière, mais c'est pas le cas. C'est Florent Casalo. Ouais. Donc, il ferme le micro. Il ne s'est pas rendu compte que... Ok. D'autres questions? Voilà. Donc, c'est effectivement un petit point que j'allais lever, c'est que je n'ai pas vu dans ta présentation ce jeu de TVA qui est neutre, hein, on est d'accord, puisqu'on l'encaisse, on le décaisse. Bon, c'est le comptable qui l'orchestre, hein, ça se fait entre l'exploitant et le comptable finalement. Exactement, c'est complètement transparent pour notre investisseur. C'est pour ça que c'est un non-sujet. Ce qui est important pour notre investisseur, c'est ce qu'il perçoit lui. Et les études qui ont été faites et les exemples qui ont été faits là sont des exemples qui montrent ce que touche l'investisseur. Et du coup, la société ImmoKit, comment il fonctionne? Parce que j'ai jamais vu de bilan, parce qu'ils ont les chiffres de la résidence, mais ils n'ont pas les intérêts d'emprunt du client. Donc comment ça se passe? Ils envoient Exactement, ils envoient une fiche au client qui doit la compléter et la renvoyer avec ses justificatifs. Ah oui, d'accord, ok. ImmoKit, ils peuvent avoir accès à la banque du client. Oui, mais c'était ma question, c'était pour savoir comment il fonctionnait. Donc ils demandent les informations au client et ensuite ils finissent le bilan. Oui, exactement. Ok, super. Ce qui peut être intéressant aussi comme données que je t'invite à regarder, Jean-Sébastien, c'est la partie des anciens logements qui ont existé dans les 20 dernières années, puisque c'est quand même pas un statut qui est nouveau. Et effectivement, constater peut-être une progression des prix par rapport au prix de départ. C'est-à-dire que nous, on trouve toujours, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que je trouve que les prix ils augmentent trop chaque année. Et ça fait 20 ans que les gens comme mon père se foutent de moi parce que justement, il m'explique que ça va continuer encore 20 ans. Donc, ça serait intéressant de voir les anciens prix en LMNP. Parce que bien sûr, j'ai vu, comme tout le monde, et puis c'est mon boulot, des plateformes de revente de produits meublés anciens, où effectivement, comme tu le précisais très justement, les prix de résidence étudiants, ils sont plutôt à la hausse et en plus ils sont fermes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation forte sur ces résidences-là. Contrairement effectivement à d'autres résidences de tourisme, où là on sent bien que l'exploitant était très fragile, qu'il a négocié peut-être 1 ou 2 fois les loyers à la baisse, et où là j'ai envie de dire que c'est le propriétaire qui veut se débarrasser de son logement parce qu'il en a marre d'avoir des baisses successives de loyers. C'est à la limite, il aurait mieux peut-être valu indiquer un loyer plus faible, et c'est votre stratégie dès le départ, que d'indiquer un loyer fort pour être très sexy à la vente, et puis ensuite dégrader les loyers parce que l'exploitant a du mal à survivre.
C'est vraiment cette notion. Alors, premier point, tu as évoqué plusieurs sujets. Sur les évolutions de prix, on a vendu la résidence Alexandrin il y a 3 ou 4 ans. Vendre un produit à Toulouse en étudiant, il fallait 4% de rendement il y a 4 ans. Sinon, c'était trop bas, on ne vendait pas. Aujourd'hui, on est plutôt entre 3,6 et 3,7 de rendement. Donc, on voit clairement une tension sur le marché. J'ai échangé avec le Revenu Pierre, qui est un spécialiste de l'immobilier d'occasion en France, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Et il me disait de la même manière, là où on était habitué sur le marché d'occasion à avoir des rendements à 4,10, 4,20, sincèrement, sur l'étudiant, si on a 3,8, 3,9, on est content. Pourquoi le rendement diminue ? Parce que les prix ont monté. Pourquoi les prix ont monté ? Parce que l'offre est très faible. Pourquoi l'offre est très faible ? Parce que les mairies octroient très peu de permis de construire sur ce type de sujet. Pourquoi elles octroient très peu de permis de construire sur ce type de sujet ? Parce qu'elles ont très peur que les résidences soient mal gérées. Et il y a finalement très peu d'acteurs sur le marché qui sont autorisés à construire. Tu es professionnel, tu as accès à un panel beaucoup plus large que le mien. Tu vois bien que le nombre d'acteurs qui vendent de la résidence étudiante sur le marché, il est très limité, quoi, finalement. Et donc, à la revente sur le marché d'occasion, il y a de fait très peu d'offres. Et les seuls produits où les prix ont été sacrifiés et divisés par 2, ils n'ont pas été sacrifiés par 2 comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Ils ont été sacrifiés par 2 parce qu'il n'y a plus d'intérêt de l'acheter. Donc, le risque a augmenté. Pourquoi le risque a augmenté ? Parce que le loyer a été divisé par 2 ou que l'exploitant est parti et qu'il n'y a plus d'intérêt pour l'investisseur de se positionner dessus. Et généralement, c'est lié à quoi ? Un emplacement qui ne correspond pas au marché. Je te prends l'exemple d'une résidence à la montagne, tu n'es pas au pied des pistes, tu n'es pas dans le village au pied des pistes, tu es dans le village à côté du village au pied des pistes. Donc, tous les éléments qui font la clé de la réussite d'un investissement meublé, tous ces éléments-là, ils sont sur le schéma que vous avez à l'écran, un emplacement qui correspond à un marché, un exploitant qui est fiable, qui est solide et une rentabilité. Enfin, sur les rentabilités sexy et pas sexy. Faire une rentabilité sexy à 4,5%, je sais le faire, ça s'appelle des fonds de concours. Tu mets les loyers dans le prix de vente dès le démarrage. Tout simplement. Et tu sponsorises tes loyers pendant 10 ans. Sauf que si tu fais ça, tu affectes la notion de rentabilité et au bout de 10 ans, c'est rincé. De l'importance d'avoir cette rentabilité qui est correctement équilibrée entre l'investisseur et l'exploitant. Moi, j'ai une question vicieuse, puisque c'est la question récurrente. Oui, alors là, donc dans ton explication, tu nous dis bon, ben, y a pas pour la revente, il n'y a aucun problème, puisqu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Moi, je suis investisseur, j'ai l'impression surtout que pour revendre, c'est compliqué, puisque à qui je m'adresse, je ne peux pas, comme dans mon logement nu, aller voir une agence, je ne peux pas le mettre sur le bon coin. À qui je revends et comment je revends. On me parle de plateforme. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, j'achète un appartement avec Excel Conseil et avec LP. Moi, dans 20 ans, je le revends de l'appartement. À qui je m'adresse, en fait ? Je ne reviens pas sur comment ça se revend et comment ça fonctionne, puisque j'ai fait une réponse sur ce point-là. Je réponds directement à ta question, à qui ? Bon, déjà, à qui, si j'étais un petit peu malin, à ta place, je dirais vous adressez surtout à CL Conseil. Parce que je te garantis que dans 20 ans, tu seras très heureux de pouvoir le revendre et reprendre des honoraires dessus, mais sans aucun sujet. C'est excessivement facile à revendre. Mais si tu n'as pas envie de le faire, eh bien, il y a des sociétés qui sont spécialisées et qui ne font que ça. C'est sûr que tu ne vas pas aller voir Orpi. En revanche, tu vas peut-être appeler LB2S, la filière d'occasion de Serenissimo, ou tu vas appeler le Revenu Pierre. Et leur boulot, pour en avoir discuté, je passais un petit moment en fait avec leur patron il n'y a pas longtemps, ce que je disais tout à l'heure, leur boulot, c'est pas de vendre aujourd'hui à eux, c'est de sourcer. C'est ça le plus dur. Il n'y en a pas à la revente. Donc attention, tout à l'heure, je n'ai pas dit c'est facile, ça se revend parce qu'il n'y en a pas. Attention, j'ai expliqué comment on faisait pour revendre et ce qui faisait que ce qu'il fallait regarder pour que ça fonctionne à la revente. Mais après, les opérateurs, il y en a, il n'y a pas de sujet. Donc tu me dis, les opérateurs, il y en a, et c'est le conseil peut revendre. Moi, je confirme. Vous faites de la gestion de patrimoine, c'est votre boulot, au contraire. Il peut difficilement parler pour moi, Jean-Seb, mais moi, je te confirme que je serais très, très heureux de récupérer des lots en LMNP, mais de la même manière que la première vague de logements que l'on a commercialisés sous les anciennes lois, on se disait, bon, on les vend
Et ensuite, on ne sait pas les revendre. Donc, les clients iront s'adresser justement à des enseignes de vente traditionnelles. Résultat des courses, quelques années plus tard, quand on a eu réellement des gens qui voulaient revendre, qu'est-ce qu'on a fait? On a phosphoré, on a trouvé des solutions et on a fait en sorte que les gens réinvestissent avec nous, ce coup-ci pas dans le neuf, mais aussi dans l'ancien. On reconditionne les biens, etc. On en a parlé, tu les maîtrises et tu les défends et les distribues. Donc, on fera exactement pareil sur les logements meublés. D'accord. Très bien. Oui, surtout que de mémoire, là, il y a quelques temps, vous aviez fait des recherches avec Serge, on avait quelques lots en revente au Appleby. Il y avait un lot sur Bordeaux que moi que j'avais vendu, mais qu'on avait arrêté parce qu'en fouinant un petit peu, le bâtiment n'était pas génial. Mais moi, j'avais des clients qui étaient intéressés par ça, oui, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas. C'est compliqué à trouver. Ou alors on avait trouvé dans les EHPAD, mais ça coûtait une fortune, quoi. Et c'était super intéressant, mais ça coûtait beaucoup plus cher. Donc j'espère, oui, que l'on récupérera des biens de résidence étudiants, tout particulièrement dans l'avenir, mais vous verrez par vous-même que soit ils vont le revendre entre potes, soit contrairement à ce que tu pourrais imaginer, Jean-Seb ou Greg, aller sur le Bon Coin. Il commence à y avoir des annonces de logements meublés. Les gars, ils se les revendent entre eux. C'est même parfois des professionnels qui connaissent rien à ce métier-là, mais ils ont un client qui vient et qui propose le meublé, ils le mettent à la distribution. Il y en a très très peu, mais j'en ai vu passer sur ces sites-là. Donc je pense, pour terminer avec ça, je pense que c'est réellement une éducation que l'on donne au marché. Toutes les lois au départ, quand on les a commercialisées il y a 20 ans, 25 ans, il fallait expliquer ce que c'était. Les gens nous disaient, mais attendez, votre histoire, elle est trop belle. S'il y avait l'État qui donnait des sous ou qui me permettait d'en économiser autant, tout le monde le saurait, tout le monde le ferait. Et on se rendait compte que les gens découvraient avec nous le fait qu'il y avait de la défiscalisation qui existait. Je pense que c'est exactement le même phénomène sur l'investissement meublé. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'offre, il n'y a forcément pas beaucoup de marché, et quand ça va se démocratiser, les logements, même les logements Pinel, pourquoi on essaye de les reconvertir même aujourd'hui en meublé in fine, après leur défiscalisation? Parce que ça répond à une vraie demande. On a fait un test, on a balancé quelques logements qu'on a basculés en meublé, et vous avez vu, on ne les traîne pas dans le stock, ils se louent tout de suite. Donc c'est la même histoire. C'est-à-dire que quand vous aurez des résidences meublées et que ça fera partie de la politique d'investissement des clients, aujourd'hui, ils te disent, moi, je suis allé voir mon banquier, il me propose un PEL, il me propose un CEL, il me propose de l'immobilier en Pinel. OK. Est-ce qu'il t'a proposé du meublé? Ça devient déjà un peu plus courant, mais c'est encore un marché de niche. Et donc, quand ça deviendra vraiment une notion classique, les gens connaîtront le meublé de façon courante, vous verrez que le marché va encore se fluidifier et encore se durcir à la revente. Voilà. Une dernière pour la route? Moi, je suis bon. Bon. C'est tout bon aussi. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Si les questions arrivent, reviennent, qu'elles sont plus spécifiques, n'hésitez pas par le biais de Stéphane à nous contacter. Ce sera évidemment avec grand plaisir qu'on répondra à toutes les questions.